Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Le stationnement de Arfa a eu lieu ce jeudi 31 août 2017. Plus de 2 millions de pèlerins ont sacrifié à ce rite obligatoire du Hajj. Toute la journée, prière, invocation et pour la demande de pardon et l'effacement des péchés des musulmans. Après donc Arafat, les pèlerins passent la nuit à Mouzelifa. Plus de précisions avec Mustafa Abdurrahman Zongoma. Deuxième jour des rites du Hajj, en ce 9 Zulhijjah 1438, les pèlerins ont sacrifié au rituel de stationnement à Arafat pour implorer le pardon d'Allah et demander l'expiation de leurs péchés. Ils ont exécuté les prières de Dour et celles de Asr. Les invocations se sont poursuivies jusqu'au coucher du soleil. Les pèlerins doivent impérativement quitter le périmètre de Arafat et rejoindre celui de Muzdalifa. Le passage à Muzdalifa aussi est un acte obligatoire du Hajj. Donc le 9e jour, donc la nuit du 10e jour, donc la nuit de la fête de Tabaski en islam. Donc la personne, le pèlerin devrait aller dormir à Muzdalifa après avoir accompli le stationnement de Arafat pendant toute la journée. Donc et dans la nuit, il ne va pas prier les prières de Maghrib et de Isha à Arafat. Donc il va les accomplir à Muzdalifa. Ça aussi c'est une obligation. Avant le lever du soleil, ils doivent ramasser les pierres devant servir à la lapidation des différentes stèles de Satan. Après Arafat, donc c'est Mina et Muzdalifa. Après Muzdalifa, c'est Mina. Donc c'est Mina qui est plus proche de la Mecque que les autres. Donc après arriver à Mina, donc c'est même à Mina, dans les frontières de Mina que se trouvent les Jamarats, là où on jette les cailloux. Donc c'est là-bas qu'on devrait prendre les cailloux, normalement. La lapidation des stèles de Jamarat, une épreuve redoutée par les pèlerins et les autorités saoudiennes. Elle a été le lieu d'un drame il y a quelques années, drame qui a causé la mort de milliers de pèlerins. Le lendemain de Arafat consacre la fête de l'Aïd el-Adha aux fêtes de Tabaski pour plusieurs pays musulmans. En solidarité avec les pèlerins de la Mecque, ils immolent un animal en sacrifice. Au Niger, cette fête sera célébrée le samedi 2 septembre 2017. Nous sommes toujours avec la Mecque à Arafat. Parmi les pèlerins qui ont stationné ce jeudi 31 août 2017, il y a ceux de l'agence de voyage à Bonferré. Alors, comment ce rite s'est déroulé? Élément de réponse dans ce reportage. Sous les tentes de Mina, les pèlerins du groupe d'agence Bonferré ont passé la journée en compagnie des responsables des différentes agences et des encadreurs. En cette journée cruciale dans l'accomplissement du Hajj, ils ont eu droit à des prêches portant sur le comportement à adopter et les invocations à faire. Ce qui est recommandé en ce jour, c'est de coupler les prières de Azhar et Al-Assar et de les exécuter ensemble. Il faut les exécuter en 2 rakats chacun. Cela a été recommandé afin de donner aux pèlerins plus de temps pour invoquer Allah. ga munan yau Allah ya gwada muna ranar arfa kuma Allah ya sa
Par la grâce d'Allah, nous sommes à Arafat avec l'ensemble de nos pèlerins. Certains sont sous les tentes, d'autres aux alentours du mont. Ce qui est recommandé aujourd'hui pour les pèlerins, c'est la multiplication des doigts et des invocations. Aujourd'hui, la communauté musulmane est objet de fierté chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui invite d'ailleurs les anges à venir contempler sa communauté réunie uniquement pour l'implorer. Dans les tentes climatisées de Mina, les pèlerins de Bonferré ont reçu une restauration adéquate. Tout comme les autres pèlerins, ils sont ce jeudi soir à Muzdalifa. Demain, nous allons quitter Muzdalifa pour Mina et regagner nos lieux d'hébergement respectifs. Par la suite, nous devrons lapider les stèles de Satan. Mais cela se fera en fonction du calendrier établi par les autorités saoudiennes. Premier groupe d'agences de pèlerinage du Niger a convoyé les pèlerins en Terre Sainte pour le Hajj 2017. Le groupe d'agences Bonferré et ce pèlerin effectuent les rites du Hajj sans grande difficulté. C'est un rituel rarement contemplé par les fidèles musulmans, le changement du vêtement de la Kaaba. Il a lieu à chaque pèlerinage, donc chaque année. Cette opération s'est déroulée hier nuit au moment où la Kaaba accueille peu du monde du fait de l'absence des pèlerins à la Mecque en stationnement dans le périmètre de Arafat. Reportage. Effectuer le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans la vie, si vous avez les moyens, c'est l'un des 5 piliers fondamentaux de la religion musulmane, l'islam. La Mecque est la meilleure des terres et la plus aimée d'Allah. Elle abrite la mosquée sacrée et la Kaaba. La Kaaba est l'un des symboles les plus marquants de la manifestation de la foi musulmane, dont Allah a fait la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière pour les musulmans partout dans le monde. Ils se tournent vers ce lieu au moins 5 fois par jour par obéissance à Allah et en réponse à son appel. Durant le Hajj et la Umrah, c'est autour de la Kaaba que les musulmans effectuent la circumambulation en signe d'adoration pour Allah. Elle est érigée dans la mosquée sacrée de la Mecque. Depuis plusieurs décennies, elle fait l'objet d'entretiens constants par les autorités saoudiennes, gardiens des 2 saintes mosquées. Parmi les actes d'entretien, il y a le changement du revêtement de la Kaaba. Il s'opère chaque année durant le 12e mois du calendrier musulman au moment du Hajj ou grand pèlerinage. Là aussi, le moment est minutieusement choisi. C'est au jour de Arafat où les pèlerins ont quitté la Mecque pour le stationnement dans le périmètre de Arafat que l'opération a lieu, minutieusement exécutée dans une parfaite synchronisation. L'opération ne prend que quelques dizaines de minutes. Le revêtement de la Kaaba sainte est appelé Kiswa. C'est la marque de vénération pour la maison de Dieu, la plus respectueuse et la plus importante. La Kiswa est tissée avec 670 kg de soie pure, qui est ensuite teinte en noir. L'épaisseur de la toile en soie est de 1,37 mm et est doublée à l'intérieur par une forte toile de coton blanc. Diverses inscriptions sont tissées dans le tissu de la Kiswa en noir, et elle englobe toute sa surface. Elles comprennent « Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. La gloire et la louange à Dieu. La gloire est à Dieu le Très-Haut. Ô miséricordieux, ô bienfaiteur, ô Dieu ». Les versets du Saint-Coran et les expressions mentionnant la date de la Kiswa sont également tissés sur elle au fil d'or. Le travail s'effectue dans une usine qui réunit plusieurs départements consacrés aux différentes opérations impliquées dans la fabrication de la Kiswa. Environ 200 artisans prouvent leur talent pour sa fabrication. Retour ici à Niamey avec la Commission nationale
chargé de l'organisation des examens de certification en santé unique, qui a officiellement proclamé cet après-midi les résultats de l'édition en 2017. C'était au niveau du ministère en charge de la santé publique au cours d'un point de presse animé par les membres de la dite commission. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Likoba. 2271 candidats autorisés à passer l'examen unique de certification en santé publique, 46 absents 2039 admis et 186 non admis, soit un taux de réussite de 91,68%. Tel est le résultat de l'examen unique de certification en santé publique proclamé par la Commission nationale chargée de l'organisation. Ces différents résultats sont répartis comme suit. Centre d'Agadez, sur 75 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 90,67%. Centre de Difa, sur 23 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 91,30%. Centre de Dosso, sur 30 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 80%. Centre de Maradi, sur 182 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 77,47%. Centre de Tawa, sur 93 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 93,55%. Centre de Tilaberi, sur 43 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 95,35%. Centre de Zander, sur 485 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 93,20%. Le centre de Niamey, avec sa multitude d'écoles et instituts de santé, dispose de 1704 candidats avec un taux de réussite de 93,17%. Agents de santé de base, 586 candidats admis sur 649 présentés. Infirmiers diplômés d'État, 4 candidats admis sur 5 présentés. Sages-femmes diplômées d'État, 2 candidates admises sur 2 présentées. Techniciens de développement social, 19 candidats admis sur 19 présentés. Techniciens de laboratoire, 19 candidats admis sur 19. Licence en soins infirmiers et obstétricaux option infirmier, 376 candidats admis sur 393 présentés. Licence en soins infirmiers et obstétricaux option sage-femme, 154 candidates admises sur 162. Licence en biologie médicale, 55 admis sur 55. Les résultats par établissement donnent une forte réussite à plusieurs établissements de la place et des autres régions du pays. Ces résultats est l'aboutissement d'un travail abattu pendant 42 jours et scindé en 2 étapes. D'abord l'étape théorique, suivie des examens pratiques. Cette édition, la 7e du genre, a été une réussite totale aux yeux des organisateurs, occasion saisie par le président de la dite commission de remercier et féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la bonne réussite de ces examens nationaux. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et du supérieur, le SNEX, a animé ce matin à son siège un point de presse. Il s'agit donc pour le SNEX, à travers ce point de presse, de faire la situation en ce qui concerne les universités publiques du pays, mais également des années académiques. Le SNEX a par ailleurs annoncé sa grève de 3 jours qui a débuté le mercredi dernier dans toutes les universités publiques du pays. Retrouvons Boubacar Amadou pour les précisions. Ce point de presse du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur est relatif à la création et les conséquences de la création des universités publiques du Niger, mais aussi le retard des années académiques. Selon le SNEX, la création et le fonctionnement des 8 universités publiques a été faite sans financement conséquent et sans ressources conséquentes, ce qui engendre le blocage de plusieurs activités académiques dans ces instituts publics. Quand vous prenez les différentes universités qui sont créées récemment, n'est-ce pas? Pour revenir sur le deuxième point, le premier d'ailleurs point, vous avez, n'est-ce pas, les ressources humaines qui manquent. Les ressources humaines manquent, donc ces universités utilisent les enseignants-chercheurs, le peu d'enseignants-chercheurs qu'on a au niveau de l'université de Niamey pour leur fonctionnement. Quand vous prenez l'exemple de l'université, de la fac des sciences que je connais, il y a jusqu'à 18 enseignants qui sont utilisés. 9 dans l'administration,
9 pour, pour les universités en question. Donc, et en ce moment, quand ils sont nommés, ils sont déchargés d'un certain nombre d'activités. Et en ce moment, vous voyez ce que ça fait, comme aussi conséquence en termes de retard. Selon toujours le SNEX, les enseignants-chercheurs sont accusés d'être à l'origine des retards académiques dans les différentes universités du pays. Une affirmation que rejette le SNEX. En croire le SNEX, certaines facultés ont déjà fini l'année académique en cours, et cela malgré les conditions parfois difficiles. Pour l'exemple de la fac des sciences que je connais, par exemple, on a pratiquement fini l'année, malgré tout cela. On a pratiquement, donc au retour, c'est juste pour finaliser certains examens et certains TP pour valider l'année. Donc le premier semestre étant, donc on a déjà fait une première évaluation, donc dès qu'on rentre, c'est la seconde évaluation, donc la deuxième session, et probablement donc fin octobre, même la deuxième session, on finit tout. Donc c'est pour dire que malgré tout, les enseignants, n'est-ce pas, assurent leur activité. Malgré les difficultés, quand vous prenez l'exemple de Tillabéri, ils ont 2 mois d'arriéré de salaire. 2 mois, en fin août, ça fait 2 mois. Et dans ces conditions, comment vous pouvez demander à un enseignant, n'est-ce pas, de faire plus? Mais malgré tout, ils ont même fini l'année. En dehors donc des salaires, il y a d'autres frais qui ne sont pas encore payés dans toutes ces universités. Donc c'est pour dire que il ne faut pas qu'on nous accuse à tort. On fait notre travail et c'est notre devoir. Pour amener les autorités politiques et académiques à prendre en compte leurs préoccupations, notamment le paiement des arriérés de salaire, le SNEX observe depuis le mercredi 30 août 2017 une grève de 3 jours dans toutes les universités du pays. Des enseignants, chercheurs et supérieurs des universités publiques du pays par la section lycée et collège de Niamey à travers son bureau qui a animé également de son côté ce matin un point de presse. Il est relatif à la situation de leurs revendications et exige des autorités académiques une solution définitive à leurs préoccupations avant la rentrée des classes 2017-2018. Le compte rendu dans ce reportage. Pas un seul repos pour la section lycée et collège de Niamey dans la recherche de solutions à ces revendications. Ainsi, un mois après le dépôt de sa plateforme revendicative, la section constate et dénonce le sort réservé à ces revendications. Aujourd'hui, on est tous convaincus. Il y a les chantiers qui sont là depuis 2013. Et nous, on se demande si ces chantiers sont là étant des statuts pour que les politiciens puissent se glorifier de ça, pour dire non, la région de Niamey ne fait pas face à des problèmes de classe. C'est faux. Toujours si on revendique, tout ce qu'ils peuvent solutionner ne dépasse pas les tables bancs. Aujourd'hui, il y a des écoles qui sont là, à cause de ces classes-là, et qui sont devenues étant des statuts, si on peut le dire, dans des écoles. Nos camarades sont obligés de prendre cours de façon transportoire. Pourquoi je dis cela? Puisque si d'autres viennent le matin, d'autres viennent le soir, nous le disons haut et fort. Tant que ces chantiers n'ont pas pu démarrer, qu'ils mettent à leur tête que vraiment, même si ils chantent, ils vont faire une rentrée politique, nous on ne serait jamais d'accord. Qu'il plaît ou qu'il neige, nous pouvons faire face à qui que ce soit pour revendiquer nos revendications comme ça se doit. S'agissant des écoles qui sont inondées et des classes qui ont besoin à ce que ces classes soient réfectionnées, ça n'a pas été le cas dans toute la région de Niamey. Rien ne nous prouve que ces autorités, ils ont l'intention à ce que la rentrée soit faite comme ça se doit. Rien ne nous le prouve, puisque à l'état actuel, nous n'avons pas vu de kits scolaires comme la rentrée c'est pour bientôt. Ils ont leur date dans leur tiroir, mais nous disons que peu importe leur date, cette rentrée n'aura pas lieu. Face à cette situation, le bureau des élèves de Niamey fustige le comportement du gouverneur de la région de Niamey. On est déçu du comportement du gouverneur de la région de Niamey, qui d'ailleurs, on a donné l'ultimatum d'1 mois pour pouvoir solutionner tous les problèmes de la région de Niamey. Mais jusque-là, il est dans l'incapacité et il ne se soucie jamais des problèmes des scolaires de la région de Niamey pour pouvoir faire de cela son problème personnel. Mais il a pris notre plateforme revendicative et l'a jeta dans son tiroir
jusqu'à présent, il ne nous a pas appelés en négociation. Passé ces délais, nous, en tant que section lycée et collège, nous avons 1000 méthodes de revendiquer nos droits et nous allons le faire. Le comité exécutif de la section lycée et collège de Niamey, par cette sortie médiatique, donne un dernier avertissement aux autorités en charge de la question pour la résolution définitive de ces préoccupations, et cela sans aucune négociation. Appelle enfin l'ensemble de sa base à une mobilisation générale dans les jours à venir. Autre aspect de cette édition, les secours s'organisent après le sinistre de Gabougoura, village situé à seulement quelques kilomètres de Niamey. Les populations locales sont assistées à travers un premier kit de survie composé de vivres, des nattes, mais également des bâches pour s'abriter. Sidikou Haruna et Rabi Labo pour les détails. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitants sinistrés de Gabougoura ne sont pas laissés à leur propre sort avec cette fourniture immédiate de kits de survie. Il faut le rappeler, sitôt la catastrophe arrivée, les plus hautes autorités de notre pays, au devant desquelles le Premier ministre Brigitte Raffini se sont portés au secours des sinistrés. L'action qui démontre de manière éloquente que ces populations ne sont pas abandonnées à leur propre sort s'est matérialisée par ces dons composés de vivres et de plusieurs autres articles, dont des bâches et des couvertures pour un abri temporaire. Une marque de considération traduite par cette visite impromptue du Premier ministre Brigitte Raffini et les partenaires de l'État qui n'est pas passé inaperçu pour les populations éprouvées au devant desquelles Adamou Saleh, chef du village. Cette arrivée du Premier ministre a reconforté la population, a soulagé la population parce que le Premier ministre a amené un message du chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, qui a fait comprendre l'État est à ses côtés et l'État fera tous les moyens pour que ces sinistrés puissent avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi s'épanouir. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous avons plus de 290 sinistrés. Les habitants de Gabougoura ne sont pas restés inactifs sous la conduite remarquée du chef du village. Un comité villageois de réponse à la crise a été rapidement installé pour parer au plus pressé et pouvoir ainsi insérer les familles qui passent encore la nuit à la belle étoile. L'engagement salutaire des uns et la détermination des autres ont été vivement salués par les bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas tari de loge à l'endroit du Premier ministre, promptement arrivé à leur chevet, mais également à l'endroit de leur chef de village qui n'a de cesse de mouiller son maillot pour atténuer les effets du sinistre. Certes, beaucoup reste à faire pour ces sinistrés de Gabougoura, tout comme les autres sinistrés à travers tout le pays en termes de besoins alimentaires, vestimentaires ou autres. Il reste cependant que la réponse donnée à ces désastres et la promptitude avec laquelle il a été pris en charge est un motif de satisfaction à applaudir et mérite de faire école dans notre pays. Et puis, l'impératif de bâtir Niamey, c'est l'intitulé d'une étude réalisée par des experts en ingénierie civile et foncière pour contribuer au défi de l'urbanisation de Niamey. Sur la base de constats réels et accablants sur le terrain, l'étude propose une prise en charge et un traitement efficace des problèmes que cette urbanisation galopante et incontrôlée de la capitale. Détail avec Abdurrahman Younous Issa. Bâtir Niamey, bâtir la capitale, vitrine du pays, n'est-ce pas le rêve qu'ont caressé tous les régimes des indépendances à nos jours? Niamey, où siège la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et toutes les autres institutions de la République. Niamey, cette petite bourgade en 1926 qui est devenue aujourd'hui la plus importante agglomération du pays. Plus d'une centaine de quartiers, 5 communes avec plus de 1 300 000 habitants. Bâtir Niamey est devenu un vrai défi, un challenge exaltant mais hardi. Des initiatives, des volontés se sont entrechoquées depuis 60 ans jusqu'à nos jours où l'on parle du programme Niamey Niala,
s'inscrivant dans la même dynamique historique de donner à Niamey le visage qu'elle mérite, celle d'une vraie capitale, coquette et moderne, tournée vers l'avenir, où il fait bon vivre dans toute l'acceptation de l'expression. Depuis quelques années ou quelques temps maintenant, l'option de l'embellissement semble être privilégiée. Non pas que construire des échangeurs, des grands axes routiers intercommunaux ou des monuments au rond-point de la ville soit mauvais, mais il ne faut pas que cela prenne le pas sur le reste, c'est-à-dire sur l'urgence, sur le nécessaire et le fondamental. Bref, sur l'impératif qui se résume aujourd'hui dans le contexte actuel de la ville de Niamey à la fonctionnalité des circuits routiers, nouveaux et existants, à l'entretien des routes secondaires existantes et à la construction de nouvelles, à l'évacuation des eaux usées et planes avec la réhabilitation nécessaire des réseaux de caniveaux et des exutoires et à la construction d'autres, et certainement à l'occupation des domaines publics et la qualité de la gouvernance locale de la ville de Niamey. À défaut de la prise en charge de ces axes spécifiques, les investissements, aussi colossaux soient-ils, risquent de ne pas aboutir aux résultats escomptés. N'est-ce pas d'ailleurs l'impression que tous les Niameyens ont en ce moment, y compris le président de la République, à l'occasion de sa fameuse sortie dans la capitale le 14 juillet 2017. C'est dans cette optique en tout cas que deux institutions nigériennes, l'une spécialiste en ingénierie financière, Citybuld, c'est son nom, et l'autre spécialiste en ingénierie civile, Takare Ingénierie, dans un élan citoyen, ont réalisé une étude mise à jour en août 2017 sur la base d'une expertise avérée, de visites pointues sur le terrain et de collecte d'informations fiables, propose une intervention et un traitement urgent et nécessaire, d'une part sur la route intercommunale Est-Ouest Niamey-Niala qui va du CG 25 cimetière Yantala au CG 8 boulevard Tanimoun en reliant la commune 1, la commune 3 et la commune 4 sur environ 9 km 500. Et d'autre part, la réhabilitation des exutoires de Bukoti, Rimbo et de Madina 1, voire la construction de caniveaux ou leur traitement. En effet, construite en 2010-2011, la route Niamey-Niala n'a de route aujourd'hui que de nom. Complètement coupée dans la zone de Dar es Salaam, sur près de 400 mètres, la chaussée a également disparu sous le sable ou les intempéries à plusieurs endroits, ne laissant visible que le tracé de la route. Cas ici du marché Bonkane, de la cité Kess, entre autres. La réhabilitation de cette route et l'exécution de routes secondaires, la reliant au boulevard Tanimoun par exemple, permettra de faire vivre ou revivre ces deux grands axes intercommunaux avec comme effet bénéfique de décongestionner le centre-ville, d'augmenter la mobilité des citoyens et l'accessibilité des quartiers populaires, d'aérer la ville, de rallonger la durée de vie des routes, de réduire les accidents de la circulation. Quant au second volet de cette étude, qui consiste en la nécessaire évacuation des eaux usées et de ruissellement avec le lot de déchets qu'elle charrie, il est parti du constat que les exécutoires et les collecteurs, ceux parmi les plus importants, des versants est, ouest et nord de la capitale et leur réseau de caniveaux, s'il y en a, sont soit mal entretenus, donc inopérants, soit inexistants. Cette situation est parfaitement illustrée par l'exutoire de Bukoti, Rimbo, qui, même étant fonctionnel, ne joue plus forcément son rôle, à cause des caniveaux bouchés ou inexistants à certains endroits. Cela donne des spectacles comme celui-ci dans le quartier Bukoti. Ici, non seulement se pose le problème de circulation, mais aussi de la cohabitation et la promiscuité des eaux usées et déchets avec les hommes et source de maladies. Estimé à un peu moins d'1,5 milliard de francs CFA, l'exécution de ces deux tâches a pour objectif de renforcer l'embellissement en cours à Niamey dans le centre-ville, protéger les investissements déjà réalisés
et se projeter dans l'avenir et le futur dès maintenant. Car si le centre-ville est considéré comme le cœur de Niamey, les quartiers populaires comme Kouaratagi, Lazare, Dar es Salaam, Madina, Taladje, Gamkale, Bukochi, Banifandou ou Yantala sont les poumons par lesquels Niamey respire. Les femmes de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines Congafen ont animé ce matin un point de presse afin de se prononcer, une fatia à l'endroit des victimes de l'attaque survenue dans la nuit du 2 au 3 juillet 2017 à Nglewa, mais également de soutenir les victimes des inondations et les forces de défense et de sécurité. Le résumé de cette déclaration avec Oussena Hassoumi et Abdoulaye Seydou. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse tenu ce matin au siège de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Congafen. D'abord, une fatia a été dite pour souhaiter le retour de leurs familles respectives des 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa. Le premier point, c'est par rapport aux événements survenus le 2 juillet à Ngalewa, dans le département de Guégimi, région de Difa, où 37 femmes et enfants ont été enlevés par des malfaiteurs. Raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette prêche d'aujourd'hui, en ce jour béni d'Arafat, pour implorer Dieu, pour implorer Allah, pour que d'abord ces personnes soient en bonne santé, en parfaite santé, sains et saufs, et pour que ces malfaiteurs, partout où ils sont, puissent nous entendre, parce que c'est un cri de cœur, c'est un appel pour que ces personnes soient de retour de leurs familles respectives. Ensuite, un appel a été lancé à la population nigérienne pour soutenir les victimes des inondations survenues dans plusieurs localités du Niger. Le deuxième point, c'est par rapport aux inondations survenues sur tout le Niger, sur tout notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des familles endeuillées, il y a des dégâts causés et il y a eu des sinistrés. Donc nous présentons nos condoléances à ces familles, bon rétablissement aux malades et vraiment demandant à la population d'appuyer, d'amener leur contribution pour ces familles sinistrées. Nous lançons un vibrant appel, j'ai dit à toute la population, les bonnes volontés plutôt, les partenaires techniques et financiers pour leur appui à ces familles sinistrées. Et surtout aux autorités pour mettre tous les moyens nécessaires pour leur déplacement et pour les retrouver là où se placer. À réitérer leur encouragement aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination à protéger la population, ces femmes ont pour finir prononcé une fatia pour le retour des pèlerins de leurs familles respectives. Le volet reportage de cette édition Tabaski est consacré à la vente des ustensiles et autres accessoires destinés à la cuisson et grillade du mouton à l'occasion donc de la fête de Tabaski. À cette occasion, l'une de nos équipes a sillonné la ville de Niamey pour le constat signé Jubo Bagui Amina et Mohamed Djouri. Nattes, fourches, couteaux et autres accessoires et ustensiles destinés à la grillade et cuisson du mouton. Ce sont là les différents commerces qui ont envahi depuis quelques jours la ville de Niamey. Un commerce à laquelle s'adonnent plusieurs jeunes Nigériens. Je vends des casseroles, haches, couteaux et louches. Je les vends à l'approche de la fête. Oui, les gens en achètent. Contrairement à l'année passée, cette année la clientèle se fait rare. Selon les vendeurs, cette absence de frénésie serait liée à la morosité économique dans le pays. Ça dépend de la vente. Des fois, on vend 1 ou 2. Cette année, ce n'est pas comparable à celle de l'année dernière. Les gens ne viennent pas acheter. À côté de ces ustensiles, on retrouve du bois, un élément destiné à la cuisson et grillade du mouton. La clientèle se fait rare. Les gens n'ont pas d'argent. C'est pourquoi ils viennent rarement. Je suis là depuis lundi. Je peux faire 2 heures sans rien vendre. Disponibles en quantité et à des prix abordables, les vendeurs espèrent écouler leurs marchandises avant la fête.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain à 12h30, Inch'Allah. Très bonne réception. Au revoir.